allez bien. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui ça va dégouliner de tous côtés, d'amour, de clichés, c'est vu et revu à 10 000 km, on sait où on va, etc. C'est prévisible. Tout ça, parce que je vous ai sélectionné donc 5 romances de Noël. L'année passée j'avais une vidéo où je parlais de 5 histoires de Noël sans romance. C'était pas évident de trouver 5 honnêtement. Mais voilà, vous le voyez pas, mais ici j'ai une étagère remplie que de ça. Et je ne saurais pas vous dire honnêtement pourquoi j'aime autant lire et en regarder genre en téléfilm ou quoi. Parce que vraiment normalement c'est à l'opposé de ce que j'aime. Je n'aime pas les romances en général. Je déteste les clichés qu'on retrouve dedans. C'est toujours les mêmes scénarios, les machins, les mêmes phrases, etc. Je lève tout le temps les yeux au ciel. Vraiment c'est pas mon truc. Et allez savoir pourquoi, allez comprendre le truc. J'adore les romances de Noël. Vraiment, je m'en gaffe pendant 30 jours. Alors, passer Noël, vraiment, je peux plus. Je sais pas, pareil. Il y a un truc qui fait on-off dans mon cerveau. Où on me remet la même histoire, passer Noël, mais même parfois avant le 1er janvier. Où vraiment les mêmes clichés, les mêmes genres de dialogues, etc. Sans l'ambiance de Noël. C'est non, ça ne marche pas. Vraiment, je vais arrêter ma lecture, etc. Mais pour Noël, allez comprendre. Donc si c'est votre truc à vous aussi, je ne vous juge pas. Mais je pense que les gens ont le droit de nous juger sur ce point. Mais voilà, vous allez trouver du coup ici une sélection de 5 livres qui sont tous donc dans le même registre de la romance de Noël. J'ai essayé de prendre un peu des thèmes différents. Comme d'habitude, je sais que la luminosité c'est pas foufou. Et pareil, je m'en excuse toujours un peu parce que là au moment où je tourne, il est 11h30. Moi je commence le boulot, souvent je fais 14h23 en ce moment. Donc j'ai pas trop d'autres moments où je peux tourner. Mais là il fait juste encore un peu nuit, hyper pluvieux, hyper venteux toute la semaine, etc. Donc pas le choix, on fera avec. Et ceci étant dit, du coup let's go pour le premier bouquin. Alors, le premier livre que je vous sélectionne, c'est celui-ci. Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Je commence par un des plus connus, je pense, de ma bibliothèque, mais dont le succès, je trouvais, amplement mérité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais à chaque fois relire le résumé. Ici, on nous disait « Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. » Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste et pyjama licorne. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo, si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci propose un marché, en tout bien tout honneur, Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Une comédie légère à 2000 mètres d'altitude, un style enjoué, de l'humour à revendre et un Noël pas du tout comme les autres. Clairement, je pense que le mot-clé pour les Karen Ponte, c'est l'humour. L'humour vraiment qu'il y a dans ce bouquin. C'est très rare que vraiment je rigole en fait pendant une lecture. Souvent, ça m'a arraché un petit rire. Enfin non, pas un petit rire, mais un petit sourire justement en coin ou ce genre de choses. Et là, pour le coup, ils sont hilarants en fait. Ils sont vraiment super drôles à lire. C'est rempli de situations hyper cocasses ici, voilà, rien que le décor de je dois récupérer la vidéo où voilà, elle s'envoie en l'air dans le parking, etc. La honte suprême, voilà, niveau pudeur, on en repasse, etc. Et toutes les autres situations qui vont suivre, où vraiment c'est un enchaînement de péripéties, mais aussi dans les dialogues, dans les joutes verbales, j'ai pas d'exemple là sous les yeux, mais il y a énormément de notes en bas de page en fait, voilà, où l'auteur se permet de faire un petit aparté, un peu comme on serait, je sais pas, au théâtre et qu'on vient juste sur le devant de la scène pour parler directement au public avant de retourner dans la pièce. Il y en a vraiment énormément aussi, et c'est bête, c'est débile ou quoi, mais vraiment c'est super drôle. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je pense que c'est une de mes préférées, c'est pour ça que je commence d'office par celle-ci. Au moment où je tourne cette lecture, j'en suis au tome 3. Alors maintenant ça va être juste une duologie, mais les gens ont tellement accroché que Karen Ponte a cédé. Je crois que ça lui manquait aussi un petit peu parce que elle se fait un kiff en les écrivant.
de retourner à Santa Les Deux Sapins, donc le village où elle va être embarquée. Et donc le premier c'est vous faites quoi pour Noël, le deuxième c'est vous faites quoi pour Noël, on se marie. Voilà, on sait où ça va, où ça termine, etc. C'est une romance de Noël, je vous dis. et juste, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on s'attache aux personnages, pas dans le sens émouvant, mais dans le sens, voilà, ils sont hyper pitillants. Je sais pas, on a envie d'être potes avec eux, on passe un bon moment, tout ça, on a envie de les retrouver, ce genre de choses. C'est pas prise de tête, enfin, juste voilà, c'est juste du bon moment, condensé, où elle se retrouve, elle débarque du coup dans cette famille, et elle se retrouve prise au piège dans la situation, etc. Alors c'est un fake dating, etc. si on reprend un peu les trends. Mais non, franchement, pour le coup, ici, ça marchait, même si c'est gros comme une maison, je sais pas expliquer pourquoi non plus. Donc voilà, sans parler de l'histoire, parce que franchement ils sont assez courts, ici il fait un peu moins de 300 pages, mais genre le tome 3 il en fait à peine 200, donc il n'y a pas grand chose à dire sans dévoiler, parce que les scènes elles sont connues, reconnues, etc. Mais juste voilà, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez une plume sympa, juste rigoler un bon coup, vous détendre, faire baisser la pression de la vie extérieure, etc. Les Cannes Pond, vraiment pour moi c'est un incontournable. Et du coup voilà, clairement je m'en réserve un par an pour faire durer du coup ce plaisir, et du coup voilà. Ensuite je passe à un second livre qui pour sa part est plus méconnu. C'est celui-ci, donc Cher Père Noël de Chloé Duval. C'est collection romance d'hiver, je ne sais même plus chez quelle maison d'édition. Bookmark, où j'aime beaucoup par contre, rien à voir, mais la texture, je sais pas expliquer en quoi, de la couverture. Et donc le résumé nous dit: Cher Papa Noël, cette année, je ne veux pas de cadeau pour moi, mais je voudrais bien que tu apportes une nouvelle amoureuse à mon papa pour qu'il ne soit plus triste. Lorsque Nathan découvre la lettre de sa fille Lou, au Père Noël, il est accablé. Lui qui pensait avoir réussi à trouver un équilibre depuis le décès de sa femme, il réalise soudain qu'il n'est jamais parvenu à cacher sa détresse à sa fille. Pour Mehdi, la vie ne pourrait être plus belle. Gérante d'une librairie pour enfants, elle n'aime rien tant que les mercredis après-midi, qu'elle passe à lire des histoires pour ses tout petits clients, dont Lou, une adorable blondinette pour laquelle elle a un gros faible. 2 semaines avant Noël, pourtant, l'univers de la jeune libraire s'effondre brusquement lorsque la propriétaire lui annonce son intention de vendre la boutique. Maddy a 10 jours pour trouver l'argent qui lui permettra de racheter la librairie et empêcher ainsi sa disparition à jamais. Pour Nathan comme Maddy, la période des fêtes s'annonce douloureuse et compliquée, bien loin du rêve blanc que vantent les chansons, à moins qu'un miracle, quelques cookies et le sourire d'un petit lutin ne viennent tout chambouler. Voilà, clairement, je vous présente du coup cette romance pour l'univers en fait qu'elle amenait du coup des librairies. Parce que si vous êtes ici, vous êtes comme moi, vous avez une librairie à domicile chez vous, vous adorez cet univers, passer du temps, y acheter des trucs, etc., etc., etc. En tout cas, il y a de grandes chances. Et du coup, une romance de Noël qui se passe en grande partie du côté des librairies, de cet amour des livres, de cette transmission des livres aux plus petits, etc., etc. Ça doit vous parler quelque part, ça doit vous plaire aussi à mon avis. Et c'est vraiment le gros point fort de ce roman. En comptant qu'évidemment, les personnages, Maddy, et pareil, est juste... adorable, elle est toute douce, bienveillante, gentille, pleine de combativité, etc. Voilà, c'est une chouette nana, on va dire. Nathan, on le découvre forcément aussi beaucoup plus torturé, mais très soucieux de sa fille, son éducation, des valeurs familiales qu'il va transmettre, etc. Et la petite, donc Lou, qui sert un petit peu de relais, en fait, entre ces deux personnages. Parce que pareil, il y a pas mal de romances de Noël où juste... ils sont confrontés l'un à l'autre comme ça directement. Ici, elle fait un peu le lien au fur et à mesure de l'histoire. Elle les oblige à se rencontrer, etc. Voilà, à différents moments clés. Forcément, les mercredis après-midi, mais pas que. D'autres moments qui sont plus liés à l'approche de Noël même. Enfin, la préparation de Noël. Et donc, c'est aussi, pareil, assez graduel comme relation. Et j'ai bien aimé le personnage de Lou. Parce que d'habitude, je suis pas non plus hyper friande des personnages des enfants que je trouve parfois, on va dire, agaçants ou
Ouais, enfin, je crois que c'est le mot le plus proche de ce que je voudrais dire. Mais ici, vraiment, elle est juste complètement adorable, mignonne, naïve, innocente, tout ça, tout ça. Elle a vraiment toutes ces chouettes valeurs liées à l'enfance derrière. Où voilà, elle veut que le bien de son papa. On sent son attachement progressif aussi pour Maddie, etc., etc. Et ce qui est très chouette, du coup, au final, ici, c'est du coup ce contraste aussi entre cette relation amoureuse donc, qui voilà, progresse tout doucement, qui fait un petit peu un contraste avec les 10 jours que Maddie elle a pour régler son problème avec sa librairie. Donc c'est un petit peu ces moments de pause dans cet enfer, cette routine pareil qui va à du 100 à l'heure, qu'on peut ressentir de notre côté aussi, à plus petit effet, mais du coup dans notre mois de décembre, dans les fins d'année, dans l'hiver, etc. Et il y a plein de moments où les valeurs de Noël du coup sont vraiment véhiculées encore en plus. Et à travers tous ces moments, on voit vraiment que les 3 personnages, les autres sont vraiment en second plan, se tirent en fait chacun vers le haut. Et ça c'est assez beau aussi à suivre. Je vous dis ça, c'est pas non plus c'est pas non plus étendu sur des pages hyper approfondies. Pareil, ça fait 198 pages, mais pour le coup il était vraiment complet en si peu. Et du coup voilà, si vous voulez vous plonger dans cet univers, dans cette petite famille qui se construit, etc. Cher Père Noël, on le voit passer moins souvent et pourtant il valait vraiment le détour, donc je vous le recommande aujourd'hui. Ensuite, un autre livre à nouveau là qui est très connu, c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabard, dont le résumé nous dit « Léna n'en revient pas ». Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en lui laissant ce message sibyllin? La voilà donc coincée dans le petit village de Valno, au cœur des Alpes de Haute-Provence, et condamnée à passer la fête qu'elle est plus que tout, entourée de sa famille pour le moins haut en couleur. Haute en couleur, pardon. Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir le secret enfui. Les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer. Alors, je vous en reparle. C'est une saga qui pour l'instant n'est toujours pas terminée. Je pense qu'ici on en est au tome 5. De mon côté j'en suis au tome 3. Je suis en retard. Mais pareil, j'en lis un par an. Et donc ça j'en reparlerai bientôt au bilan du mois. Et Clarisse Sabard, de manière générale, n'écrit pas que des romances de Noël, mais elle écrit toujours des livres avec des secrets de famille. Et donc, honnêtement, dans les romances de Noël, si vous cherchez vraiment une romance à proprement parler, c'est peut-être pas le premier que je vais vous conseiller. Alors pourquoi il se retrouve dans cette sélection des 5, vous me direz. En fait, parce que je trouve que c'est un très bon livre à insérer, du coup, dans ces romances, parce qu'il y a quand même une romance, on va pas se mentir, à chaque fois par tome. Qui se met en place et ça fait une bonne coupure pour pas faire une overdose non plus de romances de Noël hyper cliché où il y a que ça. Ou alors pareil, moi j'utilise pour faire un peu une transition à la fin de mon pumpkin pour arriver tout doucement dans mes romances de Noël. C'est souvent le premier que je lis sur le mois de décembre. Et du coup je les aime vraiment beaucoup pour cet aspect là, parce qu'on est plus dans un genre de contemporain familial que vraiment romance de Noël. Mais je vous dis, dans chaque tome, il y a une romance en fait qui se crée. Ça se passe toujours au moment de Noël. Et il y a toujours X scènes qui sont clairement liées à Noël. Donc moi je le compte quand même comme une romance de Noël. Donc voilà. Donc je vous les présente pour cet aspect-là. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette saga au final, c'est de pouvoir retourner, je l'ai déjà dit je pense, à chaque fois, chaque année à Valno, où c'est vraiment ce petit village donc on dit au milieu des montagnes. Il y a quasiment rien, tout le monde se connaît, il n'y a pas beaucoup de passages, mais on y retrouve vraiment ces décors enneigés avec ces montagnes, les balades en forêt, voilà, ce moment de construire un bonhomme de neige. Aussi le petit endroit où ils se retrouvent, il y a peut-être 2 bistrots, enfin un bistrot et on va dire un café du coup pour tout le village. Et j'aime vraiment y retourner en fait voilà, chaque année, retrouver un peu toujours les mêmes personnages qui vont être le voisin, le fils d'un tel, de machin, on passe de maison en maison, à chaque fois au fur et à mesure des tomes. Ici c'est Léna qui revient du coup dans sa famille.
le secret de famille va être plus donc axé sur sa maman. Dans le tome 2, c'est plus axé sur son papa. Dans le tome 3, bah du coup, c'est un personnage indirect, mais du coup qui va se mettre pareil en couple avec une des personnes dont on parle dès le premier tome, etc. Donc voilà, donc tout le monde est un peu lié les uns aux autres, c'est vraiment le truc complètement typique des villages. Et j'aime en fait retourner, recroiser les mêmes habitants. J'aime y retourner et, et reprendre un énième café ou un énième lait de poulou, je sais plus quoi. Bah du coup à l'Edelweiss, qui est plus ou moins le seul endroit où ils peuvent aller boire un truc chaud. Et j'aime bien que chaque année j'oublie un peu voilà, l'histoire parmi toutes les romances que je lis. Et que chaque année après un ou deux chapitres, j'ai les anciens souvenirs qui me reviennent vraiment en mémoire de ces lieux, comme si je les avais visités, comme si j'étais en vacances là-bas, etc. Et voilà, c'est vraiment la partie que je préfère, je crois, au-delà du fait qu'il y ait des secrets de famille. Honnêtement, dans le 1, c'est pas mon préféré, je trouve qu'il était un peu pauvre quand on découvre le truc derrière, je fais tout ça pour ça. Mais par exemple, dans le 3e, j'ai quand même vachement plus apprécié. Du coup, voilà, ça c'est après, si vous aimez ça en général, ils sont faits pour vous. Si c'est vraiment pas votre tasse de thé, c'est peut-être pas celui-là que je vais vous conseiller très clairement, quoi. Ensuite, pareil, 3e grand nom d'auteur de cette sélection, c'est Sophie Jomain. Et donc ici j'ai pris Les personnages s'éveillent sous les flocons. Et le résumé dit: bienvenue au refuge du personnage. Venez découvrir la magie de votre femme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lilia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les reines sont élevées en liberté dans les pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour Baronne Véronie. Il veut du renne à son menu Noël. Aussi le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du personnage pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. Ok. Alors, j'ai sélectionné ce Sophie Jomain, même si j'en ai eu plusieurs de cet auteur. Parce que pour l'instant c'est mon préféré, tout simplement. Vous l'entendez, on a un petit côté clairement de Noël de façon générale. Parce que dans cette maison d'hôtes, on a la présence de Nicolas Claus qui est là parce que ses reines sont en grève et donc se sont pris des petites vacances du coup dans cet hébergement rempli du coup d'autres reines caribous, etc. Et il reste à chaque fois un peu en second plan, même si on a voilà quelques petites références, de savoir est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'il est magique ou pas, est-ce qu'il existe ou pas, etc. Et donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais au-delà de ça, évidemment, il y a une romance qui se crée entre Lia et ce cuistot, donc Baronne, et qui est pareil, pépite à suivre parce qu'ils sont clairement diamétralement opposés pour le coup dans leurs valeurs. Lia, elle est vraiment dans ce truc, voilà, hyper familial, parce que c'est de père en fils, enfin, père en fils, vous avez compris. Voilà, où il s'occupe du coup de cet élevage. Elle est quand même dans un milieu assez pauvre, on le dit ici directement, c'est pas des affaires qui marchent vraiment plus que ça. Elle élève en plus seule son fils, c'est pas dit dans le résumé, mais donc c'était Tom qui a un handicap physique. Et donc pareil, ça c'est un élément qui revient souvent à la lecture. C'est au niveau de son visage, je me rappelle qu'il devait porter un masque, etc. Et donc il y a pas mal de valeurs liées du coup à cet handicap aussi qui sont véhiculées. Elle a forcément toutes les valeurs au niveau de ce qui est végétarien. Ça, pareil, c'est bien sous-entendu. Et pareil pour le fait de ne pas manger de viande et de volaille. C'est forcément des valeurs qui m'ont parlé aussi de tout ce qui est cause animale, etc. Sans pour autant, je tiens à le préciser quand même, que ce soit vraiment moralisateur, de taper sur les doigts, etc. Moi je suis d'avis que chacun fait un peu comme il veut et j'impose jamais mon choix aux autres, etc. quoi. Et donc ici je trouve qu'on est un peu dans cette même lignée de prise de conscience, d'alternatives, etc. sans non plus nous dire c'est pas bien, faut faire comme ça, nanana. Moi ça me les pèlerait tout simplement. Et du coup on a vraiment ces deux points de vue, parce qu'en contraste, voilà, on a Baronne qui lui a un resto un peu gastronomique, donc il est plus du côté luxueux, produits, machin, nanana. Après je dis ça, j'aime bien aussi aller parfois voilà, manger un gastronomique, c'est un petit plaisir en plus.
Mais voilà, de ce côté plus business, etc. Oh, je suis un vrai viandard, machin. Donc voilà, le contraste entre les deux, clairement, ils n'étaient pas faits pour s'entendre à la base. On n'est pas non plus dans un enemy to lovers. Mais voilà, de voir leur évolution, c'est quand même très drôle, très cocasse, très chouette à suivre, etc. Forcément, ça se fait pas non plus sur un coup de foudre, vous l'aurez compris. Et donc voilà, j'ai apprécié un peu, justement, pas mal d'éléments différents, mais surtout les valeurs qui sont, je vous disais, véhiculées à travers cette histoire, à travers ses points de vue, ses situations, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses que je trouvais hyper intéressantes dedans, que je ne trouve pas habituellement dans d'autres bouquins de ce genre-là. Donc pour le coup, j'ai trouvé que c'était une petite pépite et je suis très contente de pouvoir voilà, vous le recommander aujourd'hui. Parce que ça change d'habitude, que le thème était très chouette, très lié à Noël forcément, etc. aussi. Très atypique et que voilà, pour le coup, ça m'a sorti un petit peu des sentiers battus et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et enfin, on se retrouve déjà pour le 5e et dernier livre de cette sélection. Et j'ai choisi celui-ci, donc Il est neigé sur le fjord de Laetitia Arnould. J'aime beaucoup la couverture, s'il n'y a pas trop de reflets. Dont le résumé nous dit: quand Léo Merzange est licenciée à un mois des fêtes de fin d'année, elle choisit de noyer son sentiment d'échec dans le chocolat chaud à la cannelle, faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco et elle appréhende déjà le réveillon et les sempiternelles allusions de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi. Aussi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé d'un village de Noël en Finlande, Léo n'hésite pas une seconde. Tout plaqué, échapper au réveillon moralisateur et travailler dans un cadre féerique, quelle aubaine! Bagage sous le bras, elle embarque 2 jours plus tard pour la ville lapone de Rovaniemi. C'est où je suis partie. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance. Des mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination, en l'obligeant à cohabiter avec le serviable et séduisant mais très agaçant Sven Thorsen, un Norvégien polyglotte flanqué de son inséparable Shiba Inu. Oslo. J'ai adoré Oslo. Donc voilà, clairement, à défaut d'être arrivé donc à Rovaniemi, où j'avais été, donc où il y a le vrai village du Père Noël, on se retrouve du coup quand même dans je ne sais plus quelle ville norvégienne. Et en gros, elle est hébergée donc par Sven et sa maman, je crois que c'était Freya de mémoire, mais je suis plus sûre, et Oslo. Et voilà, ils vont l'héberger, donc pareil, là c'est un... Comment on appelle ça? C'est le rapprochement forcé, j'ai oublié le terme en anglais, pour les Trent. Mais voilà, ils se retrouvent du coup dans la maison de Sven, où on va voir pareil toute une série de traditions vraiment liées à Noël en Norvège. Donc on va apprendre quand même beaucoup de choses par rapport à ça. Moi j'ai vraiment adoré cette partie. Voilà, juste des traditions qui changent vraiment de ce qu'on a par chez nous, en Belgique, vous sûrement en France, j'imagine, pour la plupart. Et donc voilà, donc c'était très chouette à suivre. Pareil, c'est plein de bonnes valeurs derrière, c'est plein de bons sentiments. Et ce que j'ai beaucoup aimé, du coup ici aussi, c'est la relation pour le coup, là vraiment slow burn qu'on retrouve entre les deux personnages. Et on appelait ça le Forelsket, je pense, si je dis pas de bêtises. Le mot me revient de très loin, mais c'était un terme en gros norvégien pour parler de l'euphorie qu'on ressent au début d'une relation amoureuse. Le truc qui commence, les petits papillons dans le ventre et puis qui s'étend à tout, et après on voit tout en rose et machin, etc. Et on est plus joyeux pour tout, et un rien nous paraît trop bien, etc. Enfin, ce truc-là était vraiment hyper bien décrit en fait tout au long de l'histoire. Et on est un peu justement dans l'esprit des pays nordiques. Toujours... je cherche toujours comment le prononcer. Le hig, je ne sais jamais. Bref, tout cet esprit voilà, de profiter un peu carpe diem de l'instant présent, du foyer, etc. Des petites choses voilà, appréciables du quotidien, qui est typique vraiment des pays nordiques pour le coup. Et là ça se retransmet beaucoup en fait dans cette relation amoureuse qui, voilà, on va profiter de chaque instant, de chaque petit élément,
de chaque étape, etc. Et du coup c'était très 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 chouette à suivre. En plus la plume de Letty Arnould franchement était très chouette aussi. J'ai vraiment aimé sa façon de décrire la Norvège, où j'ai clairement voyagé avant même d'y avoir mis les pieds. Juste voilà les paysages, les aurores boréales et d'autres choses, mais vraiment il y a de très 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 belles descriptions. C'était vraiment pareil un moment suspendu dans le temps, cette lecture, une pause, et donc voilà, c'était très 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 appréciable. Et alors pareil, je me rappelle qu'il y a aussi sur le côté Norvège pas mal de références aussi aux légendes nordiques, qui étaient voilà, un peu parsemées par-ci par-là, sans que ce soit trop lourd, sans qu'il y en ait trop à la chaîne, etc. C'était vraiment un récit très 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 bien dosé, et vraiment un super bon moment. C'était hyper doux, cosy, tendre, tout ce que vous voulez, même si voilà, il y avait quand même parfois quelques clichés aussi, on va pas se mentir. Et qu'un de mes personnages préférés au final, ça reste Oslo. Je tiens à le redire, franchement ce livre il va vous donner envie d'avoir un petit Shiba Inu chez vous après. Mais du coup voilà, c'est pas forcément celui qu'on a vu le plus, ou je pense qu'on a entendu beaucoup parler au moment où elle l'avait sorti. Ici elle l'a ressorti dans une édition qui était magnifique, mais je crois que ça a été fait par une compagnie Ulule et c'était genre 40 balles le livre pour un livre que j'avais déjà lu, que j'avais déjà tout. Voilà, je me suis quand même retenue, mais il était sublime. Et donc voilà, on ne voit pas tant que ça revenir chaque année, et pourtant franchement il est juste superbe dans le genre. Il mérite d'être plus connu que ça, je trouve. Et même si je ne me rappelle pas de toute l'histoire, c'est un livre je pense que j'aurais pu relire à l'avenir si je n'avais pas un milliard de romances qui m'attendent ici, vu que j'en lis pas tant que ça à l'année. Mais voilà, il était très 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 chouette dans le style. Donc si vous êtes plus team slow bird, Baker, etc., envie de voyager ou quoi, bah, c'est celui-ci que je vous recommande aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà tout donc pour cette sélection de donc 5 livres. J'en avais tellement d'autres à vous présenter. Mais voilà, c'est ceux-là que j'avais envie de revenir dessus, simplement d'échanger dessus aujourd'hui. Et du coup, n'hésitez pas pareil dans les commentaires à me faire des retours sur l'un ou l'autre, à me dire lequel vous tenterez et surtout lequel vous avez dans vos sélections phares, que vous me recommandez en contrepartie, etc. etc. Sait-on jamais que je ne l'ai pas encore lu, sait-on jamais qu'il n'est pas encore dans ma bibliothèque ni dans ma wishlist. Il y en a tellement que ça doit bien exister. Et du coup, voilà, cette vidéo, au moment où elle sortira, on sera un petit peu avant Noël. Et donc, je vous souhaite du coup de passer un merveilleux moment, idéalement en famille, parce que pour moi, Noël, ça reste en famille. Et si pas avec voilà, une famille que vous êtes juste à côté, des amis, tout ça. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et je vous fais plein de bisous.